dans les couloirs obscurs du pouvoir médiéval, où les rois régnaient de droit divin et où les vies humaines n'étaient que de simples pièces d'échecs dans des jeux politiques, une histoire se présente comme l'exemple peut-être le plus troublant d'un pouvoir absolu corrompant absolument. C'est l'histoire d'un garçon de 14 ans dont l'identité a été brutalement effacée et reconstruite pour satisfaire le chagrin tordu d'un roi. C'est une histoire qui révèle comment l'obsession, l'autorité incontrôlée et la manipulation psychologique peuvent détruire non seulement des individus, mais des royaumes entiers. Nous étions en 1312, et l'Angleterre était au bord de la guerre civile. Au cœur de ce chaos se trouvait le roi Édouard III, un monarque dont le règne resterait dans les mémoires non pas pour ses victoires militaires ni pour sa gouvernance avisée, mais pour ses obsessions dangereuses et les conséquences dévastatrices qu'elles entraînaient pour ses sujets. Ce que vous allez entendre n'est pas de la fiction, mais de l'histoire documentée, un chapitre sombre que les chroniqueurs médiévaux ont consigné avec horreur et fascination. C'est l'histoire de comment le chagrin a transformé un roi en monstre, comment un jeune garçon est devenu un fantôme vivant, et comment la poursuite de l'impossible a conduit à la destruction de vie, de relations et, finalement, d'une couronne. C'est un récit qui nous confronte à des vérités dérangeantes sur le pouvoir, l'identité et la capacité humaine à aimer comme à être cruel. Préparez-vous à un voyage au cœur de l'une des expériences psychologiques les plus troublantes de l'histoire, menée non pas en laboratoire, mais à la cour royale de l'Angleterre médiévale. C'est l'histoire du garçon qui a été forcé de devenir reine pour le roi d'Angleterre. Édouard II monta sur le trône d'Angleterre en 1307, héritant non seulement d'une couronne, mais aussi d'un royaume accablé par les campagnes militaires ambitieuses de son père, Édouard Ier. Contrairement à son père guerrier, le jeune roi manifesta peu d'intérêt pour les activités traditionnelles de la monarchie médiévale, la conquête, la guerre et l'application rigoureuse du droit féodal. Édouard II était plutôt attiré par ce que ses contemporains considéraient comme des activités inconvenantes, le travail manuel, les représentations théâtrales et, plus dangereux encore, des relations personnelles intenses qui allaient définir et finalement détruire son règne. La cour médiévale était une hiérarchie soigneusement structurée où chaque geste, chaque faveur et chaque nomination revêtait une signification politique. Les rois étaient censés maintenir un équilibre délicat entre leurs nobles, distribuant honneur et richesse selon les coutumes établies et les nécessités politiques. Les sentiments personnels étaient censés être subordonnés au bien commun du royaume, mais Édouard II viola ces règles tacites de manière si flagrante qu'il plongea son royaume dans la guerre civile. Dans ce contexte politique instable, Pierre Gaveston, un jeune chevalier gascon dont la famille servait la couronne anglaise depuis des générations, fit son apparition. Gaveston possédait une beauté physique, un esprit vif et un charisme magnétique qui allait se révéler à la fois son plus grand atout et sa condamnation à mort. Les chroniqueurs contemporains le décrivaient comme doté d'un don quasi surnaturel pour le charme et la manipulation, autant de qualités qui allaient faire de lui l'homme le plus puissant et le plus détesté d'Angleterre. La relation entre Édouard et Gaveston transcenda les limites habituelles de l'amitié masculine médiévale, s'engageant sur un terrain qui scandalisa même une société habituée aux liens affectifs intenses entre chevaliers et seigneurs. Que leur lien fut romantique, comme le pensent aujourd'hui de nombreux historiens, ou simplement une dépendance psychologique malsaine, son intensité était indéniable et ses conséquences catastrophiques. Édouard combla Gaveston d'honneur que d'autres familles nobles avaient mis des générations à mériter. Il le fit comte de Cornouailles, un titre traditionnellement réservé aux membres de la famille royale. Il lui accorda des terres, des châteaux et des postes administratifs qui le plaçaient de fait au-dessus de la noblesse établie. Plus choquant encore, Édouard semblait consulter Gaveston sur les questions de politique d'État, le traitant comme un co-dirigeant plutôt que comme un sujet. Les barons anglais observèrent ces événements avec une inquiétude et une fureur croissantes, ils s'étaient battus pendant des générations pour limiter le pouvoir royal et établir leurs propres droits et privilèges. Ils voyaient maintenant un parvenu exercer une influence qui menaçait les fondements même de leur système politique. Le comportement de Gaveston ne contribua en rien à apaiser ces tensions. Les récits contemporains le décrivent comme arrogant, moqueur et délibérément provocateur envers la noblesse établie. La situation devint encore plus complexe lorsqu'Édouard épousa Isabelle de France en 1308, alliance politique destinée à renforcer la position de l'Angleterre sur la scène politique européenne. Isabelle était intelligente, belle et avait toutes les raisons d'espérer le respect et l'attention dus à une reine. Au lieu de cela,
Elle se retrouva mariée à un roi qui semblait plus intéressé par son favori que par son épouse royale. L'humiliation était à la fois personnelle et politique, créant un ennemi qui allait finalement se révéler plus dangereux que n'importe quel envahisseur. En 1310, la tension entre l'obsession du roi pour Gaston et les exigences d'une gouvernance efficace avait atteint son paroxysme. Les barons, menés par Thomas, comte de Lancastre, exigeaient l'exil de Gaston en échange de leur soutien continu. Édouard, confronté à la menace d'une guerre civile, accepta à contre-cœur d'envoyer son favori en exil temporaire. Mais la séparation ne fit qu'intensifier son obsession et sa détermination à ramener Gaston, quelles qu'en soient les conséquences. L'exil de Piers Gaveston dura moins d'1 an. Mais durant cette période, l'état mental d'Édouard II se détériora visiblement. Les chroniqueurs contemporains notèrent que le roi devint morose, distrait et de plus en plus erratique dans ses décisions. Il passait ses journées à écrire des lettres à son favori banni, et ses chevaliers à comploter pour contourner les exigences de la baronne qui exigeait l'exil définitif de Gaveston. L'incapacité du roi à fonctionner normalement sans la présence de son favori aurait dû servir d'avertissement quant à l'instabilité psychologique qui se manifesterait plus tard de manière encore plus inquiétante. Lorsqu'Édouard rappela Gaveston en 1311, il le fit au mépris délibéré de l'opposition baroniale, déclarant de fait la guerre à sa propre noblesse. Les actions du roi démontraient une déconnexion totale avec la réalité politique. Il était prêt à risquer son trône, son royaume et la vie de ses sujets pour assouvir son obsession personnelle. Cette tendance à privilégier les besoins émotionnels aux responsabilités royales allait caractériser tout le règne et mener à sa fin catastrophique. La réponse des barons fut prompte et sans compromis. Menés par Thomas de Lancastre, ils organisèrent ce qui équivalait à un coup d'État militaire, s'emparant du contrôle de l'administration royale et traquant Gaveston avec l'efficacité méthodique d'une campagne militaire. Le favori du roi devint un fugitif sur ses terres, se déplaçant de château en château tandis que les forces baroniales se rapprochaient de lui. Les tentatives d'Édouard pour protéger Gaveston ne firent que l'isoler davantage de ses sujets et de ses responsabilités. La dynamique psychologique entre Édouard et Gaveston durant cette période révèle la profondeur de leur relation malsaine. Plutôt que de conseiller au roi d'accepter la réalité et de chercher un compromis avec les barons, Gaveston semble avoir encouragé la défiance d'Édouard, peut-être parce qu'il appréciait le pouvoir que lui conférait le fait d'être l'unique confident du roi. En juin 1312, l'inévitable se produisit. Gaveston fut capturé par les forces du comte de Warwick et emmené au château de Warwick, où il subit un procès sommaire, véritable formalité avant une exécution déjà décidée. Les barons étaient déterminés à mettre fin à ce qu'ils considéraient comme une menace pour l'ordre constitutionnel de l'Angleterre, et ils étaient prêts à tuer le favori du roi pour y parvenir. Des récits contemporains suggèrent que Gaveston affronta sa mort avec dignité, comprenant peut-être enfin que son pouvoir avait toujours été une illusion, dépendant de la protection royale, qui ne pouvait l'atteindre dans ses derniers instants. Le 19 juin 1312, Pierre Gaveston fut exécuté à Blacklow Hill, près de Warwick. La méthode d'exécution, la décapitation, visait à démontrer que malgré ses crimes contre le royaume, les barons reconnaissaient sa noblesse. Cependant, le symbolisme était clair, nul, quelle que soit la faveur royale, ne pouvait menacer l'ordre établi sans en subir les conséquences ultimes. La nouvelle de la mort de Gaveston parvint à Édouard II alors qu'il se trouvait à l'Anglais, et la réaction du roi fut immédiate et dévastatrice. Les chroniqueurs contemporains rapportent qu'Édouard s'effondra à l'annonce de la nouvelle, passant plusieurs jours dans un état proche de la catatonie. Lorsqu'il émergea enfin de son choc initial, le roi faible mais relativement inoffensif s'était transformé en un homme bien plus dangereux, un homme rongé par le chagrin et obsédé par l'idée de défaire l'irréversible. Dans les mois qui suivirent l'exécution de Gaveston, le comportement d'Édouard II devint de plus en plus erratique et inquiétant pour son entourage. Le roi passait des heures à contempler les portraits de son favori défunt, à parler à des salles vides comme si Gaveston était encore présent, et à s'emporter violemment lorsqu'on lui rappelait les réalités politiques. Son incapacité à gouverner efficacement devint si flagrante que même ses plus fidèles partisans commencèrent à douter de son aptitude au trône. Le royaume sombra dans l'absence de leadership efficace, tandis que son monarque demeurait prisonnier d'un chagrin et d'une obsession.
C'est durant cette période de profonde instabilité psychologique que le destin fit naître la seconde victime de l'obsession d'Édouard. Le garçon s'appelait William de Honfort, nom qui allait bientôt lui être retiré, ainsi que tout autre aspect de son identité originelle. Il était le fils de 14 ans d'un chevalier mineur au service de la maison royale, une position qui aurait dû être un honneur pour sa famille, mais qui devint finalement leur plus grande malédiction. Guillaume eut le malheur de ressembler physiquement à Pierre Gaston, même cheveux noirs, même corpulence et, plus grave encore, la même structure faciale qui avait rendu Gaston si remarquablement beau. Le moment exact où Édouard remarqua Guillaume pour la première fois n'est pas consigné dans les documents contemporains, mais plusieurs chroniqueurs décrivent la réaction du roi comme immédiate et troublante. Selon ces récits, Édouard s'interrompit au milieu de la conversation lorsqu'il aperçut le garçon, le fixant avec une intensité qui mit mal à l'aise tous les présents. Le roi se serait approché de Guillaume et aurait examiné attentivement son visage, caressant ses traits du doigt comme pour confirmer ce que ses yeux lui disaient. Ceux qui ont assisté à cette rencontre ont décrit avoir ressenti un frisson de prémonition, pressentant qu'il assistait au début d'un événement terrible. Ce qui s'est passé ensuite révèle à quel point le pouvoir absolu peut corrompre le jugement humain et le raisonnement moral. Plutôt que de reconnaître son comportement malsain et de chercher de l'aide auprès de conseillers ou du clergé, Édouard interpréta sa découverte de Guillaume comme un signe divin, la preuve qu'il était destiné à restaurer ce qui lui avait été enlevé. Le chagrin du roi s'était transformé en une forme de folie qui le convainquait que l'impossible était non seulement possible, mais aussi divin. Édouard commença par convoquer Guillaume en audience privée, soi-disant pour discuter de son futur service à la couronne. Lors de ces rencontres, le roi interrogeait Guillaume sur ses origines, sa famille et sa personnalité. Mais les récits contemporains suggèrent qu'Édouard n'écoutait pas vraiment les réponses. Il semblait plutôt étudier Guillaume comme un érudit examinant un manuscrit, cataloguant les similitudes et les différences entre le garçon vivant et son obsession morte. La transformation de William de Honfort en successeur de Pierre Gaston ne se fit pas du jour au lendemain. Édouard aborda ce projet avec la même planification méthodique qu'un monarque plus rationnel aurait appliqué à une campagne militaire ou à une négociation diplomatique. Il rassembla une équipe de tuteurs, de conseillers et de domestiques dont la mission consistait à effacer systématiquement l'identité originelle de William et à en construire une nouvelle, entièrement basée sur les traits et les manières du défunt. La première mesure du roi fut de séparer Guillaume de sa famille et de le placer dans une maison spéciale au sein des appartements royaux. Cette séparation, présentée comme un honneur où le garçon était élevé au rang de compagnon royal, marquait en réalité le début d'un programme de manipulation psychologique soigneusement orchestré. Coupé de tous ceux qui le connaissaient sous le nom de Guillaume de Honfort, le garçon devint totalement dépendant de ses nouveaux tuteurs pour obtenir des informations sur sa personnalité et son comportement. Le plan d'Édouard exigeait non seulement une ressemblance physique, mais aussi une transformation psychologique complète. Tuteurs et conseillers devaient étudier la vie du défunt, interrogeant ceux qui avaient connu Gaston de près et créant ce qui équivalait à un manuel détaillé de sa personnalité. Le projet révéla la profondeur de l'obsession d'Édouard. Il avait apparemment mémorisé chaque détail du comportement de Gaston et s'attendait à ce que son remplaçant maîtrise les mêmes informations. Le processus de transformation de Guillaume de Montfort en un simulacre de Pierre Gaston fut méthodique, complet et psychologiquement dévastateur. Édouard rassembla une équipe de spécialistes dont la réputation reposait sur leur connaissance approfondie des caractéristiques du défunt. Parmi eux figuraient d'anciens serviteurs ayant habillé Gaston, des scribes ayant consigné sa correspondance et des courtisans ayant observé ses manières lors de cérémonies officielles. Ensemble, ils formèrent une véritable équipe de reconstruction, chargée de reconstruire une réplique humaine à partir du matériau brut d'un adolescent de 14 ans, confus et terrifié. La transformation physique commença par l'apparence de William. Gaston avait des préférences vestimentaires, des couleurs particulières et une coiffure particulière. William fut contraint d'adopter ses préférences, indépendamment de son confort ou de ses envies. Ses cheveux furent coupés et coiffés pour correspondre au portrait de Gaston conservé. Ses vêtements furent choisis parmi ceux ayant appartenu au défunt, créant une étrange ressemblance visuelle qui satisfaisait le besoin d'Édouard de voir son favori ressuscité. Plus troublant que les changements physiques fut l'atteinte systématique à l'identité et à la mémoire de William.
Il était interdit au garçon d'utiliser son vrai nom ou de parler de sa famille et de son passé. Au lieu de cela, il devait apprendre et réciter des histoires de l'enfance de Gaston, décrire des lieux qu'il n'avait jamais vus et exprimer ses préférences pour des activités qu'il n'avait jamais pratiquées. Les tuteurs utilisaient un mélange de répétition, de punition et de récompense pour forcer William à intérioriser cette fausse histoire jusqu'à ce qu'il puisse la réciter sans réfléchir. Le coaching oratoire était particulièrement intensif et psychologiquement éprouvant. Gaston possédait un accent caractéristique dû à ses origines gasconnes, ainsi que des expressions et des manières particulières qui l'avaient rendu mémorable à la cour. Guillaume devait s'entraîner à ces schémas de parole pendant des heures chaque jour, étant corrigé et puni chaque fois qu'il reprenait son élocution naturelle. L'objectif n'était pas seulement l'imitation, mais un remplacement complet. Guillaume devait apprendre à penser avec la voix de Gaston avant de pouvoir s'exprimer avec elle de manière convaincante. L'aspect le plus insidieux de la transformation résidait peut-être dans la manipulation des réactions émotionnelles de William. Les tuteurs s'efforçaient d'éliminer toute expression de personnalité différente des traits de caractère dont Gaston se souvenait. Si William manifestait de l'intérêt pour des activités que Gaston avait détestées, il était puni. S'il ne répondait pas avec enthousiasme aux choses que Gaston avait appréciées, il était soumis à une rééducation intensive. Les réactions émotionnelles naturelles du garçon furent systématiquement supprimées et remplacées par des réactions artificielles, inspirées des préférences d'un défunt. Il ne s'agissait pas seulement de créer une performance extérieure, mais de modifier fondamentalement l'image de William. La répétition constante de faux souvenirs, l'interdiction d'exprimer ses véritables pensées et sentiments, et l'isolement total de son identité originelle commencèrent à brouiller la frontière entre performance et réalité dans l'esprit du garçon. Des témoignages contemporains suggèrent qu'en quelques mois, William commença à montrer des signes de véritable confusion quant à sa propre identité, oubliant parfois qu'il avait été quelqu'un d'autre que celui qu'on le forçait à devenir. Édouard suivit cette transformation avec obsession, exigeant des rapports quotidiens sur les progrès de William et testant personnellement sa maîtrise des caractéristiques de Gaston. L'investissement du roi dans le projet dépassait la simple supervision. Il semblait sincèrement croire qu'avec suffisamment d'efforts et une attention aux détails, il pourrait ressusciter son favori. Cette illusion le poussa à exiger toujours plus de précision et d'exhaustivité dans la transformation de Guillaume. L'impact psychologique sur William se manifesta clairement dans son comportement en dehors des séances d'entraînement. Les domestiques rapportèrent que le garçon semblait souvent confus et désorienté, fixant parfois son reflet comme s'il ne se reconnaissait pas. Il commença à souffrir de cauchemars et de périodes de dissociation, où il restait assis immobile pendant des heures. Ces symptômes n'étaient pas perçus comme des signes avant-coureurs, mais comme des obstacles à surmonter grâce à un entraînement plus intensif et une discipline plus stricte. À mesure que la transformation de Guillaume progressait, Édouard commença à intégrer le garçon aux fonctions officielles de la cour, le présentant aux dignitaires en visite et aux courtisans de longue date comme si Gaston était revenu d'entre les morts. Ces représentations exigeaient de Guillaume qu'il maintienne sa fausse identité sous la surveillance étroite de personnes ayant intimement connu le véritable Gaston. La pression était énorme, et la moindre erreur ou incohérence pouvait entraîner une lourde punition, voire pire, la révélation de la folie du roi à ceux qui pourraient utiliser cette information contre lui. Les réactions des courtisans à ces représentations variaient considérablement et révélaient à quel point l'obsession d'Édouard avait contaminé toute la maison royale. Certains se prêtaient au jeu, soit par crainte de la colère du roi, soit parce qu'ils trouvaient politiquement avantageux de soutenir ses délires. D'autres étaient visiblement perturbés par ce dont ils étaient témoins, mais se sentaient impuissants à intervenir. Quelques-uns tentèrent de raisonner Édouard, soulignant l'impossibilité évidente de son projet, mais ces efforts ne firent qu'intensifier la détermination du roi à leur prouver le contraire. Les ambassadeurs étrangers et les nobles en visite qui rencontrèrent Guillaume lors de cérémonies officielles firent part de réactions mitigées. Certains approuvèrent apparemment l'explication officielle selon laquelle il s'agissait bien de Gaston, soit parce qu'ils n'avaient jamais rencontré l'original, soit parce qu'ils avaient choisi de ne pas remettre en question les déclarations de leurs hôtes. D'autres reconnurent la supercherie, mais le protocole diplomatique les empêcha de la contester ouvertement. Ces rencontres créaient une atmosphère surréaliste à la cour d'Angleterre,
où chacun était contraint de participer à une fiction collective qui ne trompait personne, hormis le roi lui-même. L'aspect le plus perturbant de ces représentations publiques résidait dans leur effet sur l'état psychologique de Guillaume. Le garçon devait interagir avec des personnes ayant connu Gaston personnellement, répondre à des questions sur des expériences communes qu'il n'avait jamais vécues et réagir à des blagues et allusions personnelles qu'il ne comprenait absolument pas. La tension causée par cette performance impossible, sous une surveillance constante, commença à éroder ce qui restait de sa personnalité originelle. Il développa une expression vitreuse et distante que certains observateurs qualifièrent de fantomatique, comme si la véritable personne intérieure disparaissait lentement. La réaction de la reine Isabelle à la présence de Guillaume à la cour fut particulièrement complexe et révélatrice. Épouse d'Édouard, elle avait été humiliée par son obsession pour Gaston du vivant du prince, et elle était désormais forcée d'assister à une résurrection grotesque de cette humiliation. Isabelle était trop intelligente et politiquement perspicace pour contester ouvertement les illusions de son mari, mais les témoignages contemporains suggèrent qu'elle considérait le garçon avec un mélange de pitié et de révulsion, pitié pour ses souffrances évidentes et révulsion face à ce que sa présence représentait pour l'état mental de son époux. Pendant ce temps, la famille du garçon vivait dans un étrange abîme de privilèges et de terreur. Le père de Guillaume avait été récompensé par des terres et des titres en échange des services rendus par son fils à la couronne, mais la famille comprenait que sa prospérité dépendait entièrement de son silence sur ce qui arrivait réellement à leur enfant. Il leur était interdit de rendre visite à Guillaume ou de le reconnaître comme leur fils lorsqu'ils le rencontraient à la cour. En réalité, ils avaient été payés pour faire semblant que leur enfant était mort tout en le regardant disparaître lentement sous leurs yeux. Les autorités religieuses de la cour se trouvèrent dans une position insurmontable face au projet d'Édouard. Le comportement du roi violait clairement de nombreux enseignements chrétiens sur l'identité, la vérité et le respect des morts, mais contester directement les actions d'un monarque risquait d'être accusé de trahison. Certains tentèrent d'aborder la situation indirectement par des sermons sur les dangers d'un deuil excessif et l'importance d'accepter la volonté de Dieu. Mais Édouard ignora ces messages ou les interpréta comme des critiques envers ses ennemis plutôt que comme des avertissements concernant son propre comportement. La noblesse commença à reconnaître que l'obsession d'Édouard de remplacer Gaston représentait un nouveau degré d'instabilité dangereuse qui menaçait non seulement le jeune homme, mais l'ensemble du système politique. Un roi capable de se convaincre que les morts pouvaient ressusciter en manipulant les vivants était manifestement capable de toutes les illusions et son pouvoir absolu rendait ces illusions extrêmement dangereuses. Cette reconnaissance allait finalement contribuer à la coalition qui mit fin au règne d'Édouard. Mais pendant ce temps, William continuait de subir les conséquences de sa folie royale. Au fil des mois et des années, sa transformation devint de plus en plus complète, et de plus en plus tragique. Le garçon, autrefois doté de sa propre personnalité, de ses propres centres d'intérêt et de ses propres rêves, disparut peu à peu, remplacé par une carapace soigneusement construite, conçue pour satisfaire le désir impossible d'un fou. Les observateurs contemporains remarquèrent que les expressions et les manières naturelles de William avaient été si profondément réprimées qu'il ressemblait davantage à un automate qu'à un être humain, remplissant son rôle avec une précision mécanique, mais sans vie intérieure apparente. Intériorisation de sa fausse identité. La répétition constante des souvenirs et des traits de caractère de Gaston, combinée à la suppression totale de son moi originel, commença à créer chez le garçon une véritable confusion quant à sa véritable identité. Des domestiques rapportèrent l'avoir entendu murmurer des expériences vécues par Gaston, comme s'il cherchait à se remémorer des événements d'une vie qu'il n'avait jamais vécue. Cette fragmentation psychologique témoignait du succès du projet d'Édouard du point de vue du roi, mais elle témoignait en réalité de graves dommages mentaux infligés à un enfant innocent. Le comportement d'Édouard durant cette période révélait la profondeur de ses illusions et son profond détachement de la réalité. Le roi s'adressa à Guillaume exactement comme il avait parlé à Gaston, partageant ses pensées intimes et sollicitant des conseils sur les affaires d'État. Il semblait sincèrement croire que son favori était revenu d'entre les morts, et toute preuve du contraire était soit ignorée, soit rationalisée. Lorsque William ne parvint pas à démontrer des connaissances que seul le véritable Gaston pouvait posséder, Édouard blâma les tuteurs du garçon pour une préparation incomplète plutôt que de reconnaître l'impossibilité fondamentale de son projet.
L'atmosphère à la cour devint de plus en plus surréaliste et oppressante à mesure que l'illusion d'Édouard s'enracinait. Les courtisans étaient censés traiter Guillaume comme s'il était réellement Gaston, en l'appelant par le nom du défunt et en évoquant ses prétendues expériences passées. Cette participation collective à la folie du roi créa un sentiment d'irréalité qui contamina tous les aspects de la vie royale. La vérité devint ce qu'Édouard voulait qu'elle soit, et quiconque la remettait en question risquait de lourdes sanctions ou l'exil. Les dommages psychologiques subis par William allaient au-delà de sa confusion identitaire et touchaient tout son développement émotionnel et intellectuel. Le garçon avait été isolé des relations humaines normales et soumis à une manipulation et un contrôle constant pendant des années, durant la période cruciale de l'adolescence. Sa capacité de réflexion indépendante et ses émotions sincères avaient été systématiquement anéanties au profit de réponses artificielles programmées pour satisfaire les attentes d'Édouard. Il en résulta un jeune homme capable d'assumer le rôle qui lui était assigné, mais qui semblait incapable de véritables relations humaines ou d'autodétermination. Les observateurs qui visitèrent la cour d'Angleterre durant cette période laissèrent des témoignages révélant à quel point le projet d'Édouard parut inquiétant aux yeux des étrangers. La correspondance diplomatique décrit Gaston comme anormalement calme et soumis, dépourvu du charisme et de l'assurance qui avaient rendu le premier si mémorable. Certains ambassadeurs ont déclaré se sentir profondément mal à l'aise en présence de William, sentant que quelque chose clochait profondément, sans toutefois pouvoir l'identifier précisément. Ces récits fournissent des preuves précieuses de l'évidence de la tromperie pour quiconque n'était pas pris dans l'illusion d'Édouard. Le coût financier du maintien de la fausse identité de Guillaume fut énorme et constitua un nouvel exemple de la déconnexion totale d'Édouard avec la gouvernance. Le roi ne lésina pas sur les moyens pour fournir à Guillaume des vêtements, des bijoux et un logement comparables à ceux que Gaston avait reçus de son vivant. De plus, le personnel nécessaire à l'entretien de la supercherie aux tuteurs, gardes, domestiques et superviseurs ont représenté une ponction considérable sur les ressources royales, qui auraient pu être utilisées à des fins gouvernementales légitimes. La volonté d'Édouard de ruiner son trésor pour soutenir son délire démontrait à quel point son obsession personnelle avait pris le pas sur ses responsabilités de monarque. Plus tragique encore, Guillaume lui-même semblait perdre progressivement tout espoir de retrouver un jour son identité originelle. Les rares témoignages qui laissent entrevoir ses pensées intimes suggèrent qu'il avait commencé à accepter sa situation comme définitive et inéluctable. Le garçon qui avait autrefois rêvé de chevalerie, de mariage et d'une vie normale était devenu un mémorial vivant dédié à l'amour perdu d'autrui. Sa résignation à ce sort représente la victoire ultime de la manipulation psychologique sur la dignité humaine et l'identité individuelle. Tandis qu'Édouard s'enfonçait de plus en plus dans ses illusions, la situation politique en Angleterre continuait de se détériorer autour de lui. L'obsession du roi pour son successeur Gaston le déconnectait de plus en plus des exigences pratiques du gouvernement, créant un vide de pouvoir que des nobles ambitieux s'empressaient d'exploiter. Pendant ce temps, la reine Isabelle, d'épouse humiliée, était devenue une dangereuse adversaire politique, nouant des alliances qui allaient s'avérer fatales au règne de son mari. La présence du faux Gaston à la cour rappelait constamment à tous les observateurs que l'Angleterre était dirigée par un homme qui avait perdu le sens des réalités. Thomas de Lancastre, qui avait dirigé la coalition qui avait exécuté le premier Gaston, observa avec une inquiétude et un dégoût croissant la nouvelle obsession d'Édouard. Lancastre comprit que le comportement du roi ne relevait pas seulement de la folie personnelle, mais constituait une menace fondamentale pour l'ordre politique anglais établi. Un monarque capable de se convaincre que les morts étaient revenus à la vie pouvait être capable de toutes les illusions, y compris de croyances susceptibles de bouleverser des siècles de traditions constitutionnelles. La présence du garçon à la cour devint un symbole de la tyrannie royale et de la nécessité d'une forte opposition baroniale. L'évolution politique d'Isabelle durant cette période fut remarquable et démontra les conséquences imprévues de la négligence et de l'humiliation d'Édouard envers sa reine. Initialement satisfaite de jouer le rôle traditionnel d'épouse et de mère royale, Isabelle fut forcée par le comportement de son mari à devenir une redoutable actrice politique. Elle commença à cultiver des relations avec des nobles mécontents, des alliés et toute personne susceptible de soutenir une contestation de l'autorité d'Édouard. La vue de William dans son rôle de Gaston ressuscité ne fit que renforcer la détermination d'Isabelle à chasser son mari du pouvoir. Le garçon lui-même resta largement inconscient de ces courants politiques sous-jacents,
prisonnier de la réalité artificielle qui avait été construite autour de lui. Guillaume consacrait ses journées à maintenir sa performance et à satisfaire les attentes d'Édouard, ce qui lui laissait peu d'énergie pour comprendre les implications plus larges de sa situation. Son isolement, loin des contacts humains, l'empêchait de savoir que sa présence à la cour contribuait à la montée de la révolution contre le roi qui prétendait l'aimer. Les cours européennes commencèrent à prendre conscience de la situation étrange en Angleterre, et la correspondance diplomatique de l'époque révélait une inquiétude généralisée quant à l'état mental d'Édouard et à son aptitude à gouverner. L'histoire du retour de Gaveston se répandit dans les cercles royaux, créant un embarras pour l'Angleterre et minant la crédibilité du royaume sur la scène internationale. Les dirigeants commencèrent à s'interroger sur la fiabilité des accords conclus avec un roi manifestement délirant, et certains commencèrent à explorer d'autres relations avec des nobles anglais, potentiellement plus fiables. La hiérarchie ecclésiastique s'interrogeait également sur la réponse à apporter aux actes d'Édouard, qui violaient les enseignements chrétiens sur le caractère sacré de l'identité et l'acceptation de la mort. Cependant, défier directement le roi pour des motifs religieux risquait d'être accusé de trahison et de déstabiliser la relation entre la couronne et l'Église, essentielle à la gouvernance médiévale. Certains ecclésiastiques tentèrent de régler la situation indirectement par le biais de sermons et de conseils privés, mais Édouard interpréta toute critique comme une preuve de la jalousie de son ennemi plutôt que comme une préoccupation légitime pour son bien-être spirituel. Les chefs militaires du gouvernement d'Édouard commencèrent à perdre confiance dans le jugement et les capacités de leadership de leur monarque. La propension du roi à privilégier ses obsessions personnelles au détriment de la défense nationale et de la politique étrangère créa de graves vulnérabilités que les ennemis de l'Angleterre pouvaient exploiter. La présence du faux Gaveston aux séances de planification militaire était particulièrement perturbante pour les commandants, qui comprenaient qu'une guerre efficace exigeait une réflexion claire et une prise de décision rationnelle, qualité qui faisait manifestement défaut à Édouard. Les conseillers économiques furent confrontés à des défis similaires, le roi continuant de drainer le trésor royal pour soutenir ses illusions, tout en négligeant l'infrastructure financière qui soutenait le royaume. Les dépenses d'Édouard pour maintenir la fausse identité de Guillaume, combinées à son indifférence générale à la politique budgétaire, créèrent de graves problèmes qui finirent par contribuer à la coalition politique qui mit fin à son règne. Le coût de cette folie, il devint évident, ne se mesurait pas seulement en souffrances humaines, mais aussi en effondrement de l'efficacité gouvernementale. En 1326, les échecs politiques d'Édouard, son comportement de plus en plus erratique et la montée en puissance de l'opposition créèrent les conditions d'une révolution. La reine Isabelle s'était alliée avec Roger Mortimer, un puissant noble anglais qui s'était échappé de la tour de Londres et s'était réfugié en France. Ensemble, ils commencèrent à planifier une invasion qui renverserait Édouard et placerait leur fils, le futur Édouard III, sur le trône sous la régence d'Isabelle. Le garçon qui avait été contraint de devenir Gaveston allait bientôt assister à la fin violente de l'illusion qui avait détruit sa vie. La force d'invasion rassemblée par Isabelle et Mortimer était relativement modeste, mais elle représentait une formidable coalition politique unie par un dégoût partagé envers le règne d'Édouard et une détermination à restaurer un gouvernement efficace en Angleterre. À mesure que la nouvelle de l'arrivée de l'armée se répandit, nombre de ses prétendus partisans l'abandonnèrent, conscients que son règne était devenu intenable. La réaction du roi face à cette crise révéla à quel point son obsession l'avait déconnecté de la réalité. Plutôt que de se concentrer sur la défense militaire, il semblait avant tout préoccupé par la protection de Guillaume et le maintien du semblant de retour de Gaveston. Les tentatives d'Édouard de fuir avec sa cour, y compris le faux Gaveston, créèrent un spectacle pathétique qui démontra à quel point ses priorités avaient été complètement corrompues par son délire. Les récits contemporains décrivent le roi organisant frénétiquement la garde-robe de Guillaume et veillant à ce que son favori soit correctement habillé pour la suite, tout en ignorant les dépêches militaires urgentes et les supplications de ses fidèles partisans qui espéraient encore organiser une défense efficace. Voir un roi privilégier les changements de costume pour son compagnon fabriqué plutôt que la survie de son royaume résume tout ce qui n'allait pas sous le règne d'Édouard. Alors que les forces d'Isabelle progressaient à travers l'Angleterre, elles rencontrèrent peu de résistance de la part d'une population lasse du règne inefficace d'Édouard et perturbée par les récits de son comportement étrange. L'histoire du garçon transformé en remplaçant d'un mort s'était répandue dans tout le royaume, devenant un symbole de tyrannie royale et de folie justifiant la rébellion.
Ceux qui auraient pu rester neutres dans un conflit politique normal étaient motivés à soutenir Isabelle par leur répulsion face à ce qu'Édouard avait fait à un enfant innocent. L'effondrement final survint rapidement, la situation militaire d'Édouard devenant désespérée. Abandonné par ses partisans et menacé d'une défaite certaine, le roi fut capturé en novembre 1326 et contraint d'abdiquer en faveur de son jeune fils. Sa chute marqua non seulement la fin de son règne, mais aussi le début de la libération de Guillaume de la prison psychologique qu'il avait enfermé pendant des années. Cependant, la liberté allait se révéler être un défi en soi pour un jeune homme dont l'identité avait été si profondément détruite et reconstruite. La réaction de Guillaume à la capture et à l'abdication d'Édouard fut complexe et révéla l'ampleur des dommages psychologiques qui lui avaient été infligés. Selon des témoignages contemporains, le garçon parut d'abord désorienté et angoissé par la rupture de la routine qui avait régné sur sa vie pendant des années. Il avait été si profondément conditionné à jouer le rôle qui lui avait été assigné que l'absence soudaine de public le laissait perplexe quant à la conduite à tenir, voire à sa véritable identité. L'effondrement du délire d'Édouard créa une sorte de crise existentielle chez sa principale victime. Isabelle et Mortimer se trouvèrent confrontés à la délicate question de savoir quoi faire de Guillaume une fois le pouvoir conquis. L'existence du garçon était à la fois une preuve des crimes d'Édouard et une source potentielle d'embarras pour le nouveau régime. Il ne pouvait pas simplement l'ignorer, son histoire étant devenue trop connue, mais il ne pouvait pas non plus le laisser continuer à jouer le rôle du Gaston ressuscité. La solution qu'ils choisirent fut d'encourager William à retrouver son identité originelle, mais cela s'avéra bien plus difficile que prévu. Le processus visant à aider William à se souvenir de qui il était avant sa transformation a révélé l'ampleur des dommages psychologiques causés par le projet d'Édouard. Le garçon peinait à se souvenir des faits fondamentaux concernant sa famille et son passé d'origine, comme si ces souvenirs avaient été physiquement effacés de son esprit. Des années de conditionnement forcé avaient créé des connexions neuronales qui lui permettaient de se souvenir plus facilement de la fausse histoire de Gaston que de son propre passé. La guérison, si tant est qu'elle fût possible, exigerait du temps et une patience que personne ne semblait prêt à fournir. Les conséquences immédiates de la chute d'Édouard II offrirent une occasion unique d'examiner l'étendue des dommages que le pouvoir absolu et l'obsession débridée pouvaient infliger à d'innocentes victimes. Guillaume de Montfort, libéré de son rôle de faux Gaston mais luttant pour retrouver son identité originelle, devint un témoignage vivant des crimes psychologiques pouvant être commis au nom de la prérogative royale. Son état servit de preuve dans le procès contre le roi déchu, mais il posa également au nouveau régime la difficile question de savoir comment réparer des dommages potentiellement irréversibles. Isabelle et Mortimer désignèrent une équipe de clercs et de médecins pour travailler avec Guillaume, espérant restaurer sa personnalité et ses souvenirs originels grâce à une combinaison de conseils spirituels et de traitements médicaux. Cependant, ces efforts bien intentionnés révélèrent rapidement les limites de la compréhension médiévale du traumatisme psychologique et de la formation de l'identité. L'esprit du garçon avait été systématiquement restructuré au fil des années d'un conditionnement intensif, et les dommages ne pouvaient être réparés par une simple inversion du processus qui les avait créés. La découverte la plus troublante était l'incapacité apparente de William à éprouver des émotions authentiques ou à nouer des relations authentiques. Ces années de performance forcée lui avaient appris à manifester des sentiments artificiels sur commande, mais sous ce comportement acquis se cachait un profond vide qui semblait s'étendre jusqu'au plus profond de son être. Il pouvait réciter des faits sur sa famille d'origine lorsqu'on le lui demandait, mais il ne manifestait aucun lien affectif avec ses prétendus proches. C'était comme si la capacité à ressentir une véritable humanité avait été chirurgicalement retirée de sa personnalité. Le cas de William suscita un vif intérêt parmi les érudits de l'époque, qui y virent un événement sans précédent dans leur expérience. Les érudits médiévaux connaissaient diverses formes de folie et de possession spirituelle, mais ils ne disposaient d'aucun cadre pour comprendre la destruction et la reconstruction systématique de l'identité humaine. Certains interprétaient l'état de Guillaume comme une preuve d'influence démoniaque, tandis que d'autres y voyaient la preuve de la résilience de l'âme face à des circonstances impossibles. Aucun n'avait pleinement saisi les mécanismes psychologiques à l'origine de son état. Les membres de la famille du garçon, contraints de nier leur lien de parenté avec lui pendant le règne d'Édouard, se retrouvèrent alors confrontés à la douloureuse réalité, leur fils risquait d'être perdu à jamais malgré sa survie physique. Guillaume les reconnut intellectuellement,
mais ne manifesta aucune réaction émotionnelle à leur présence, les traitant avec la même politesse distante qu'ils manifestaient envers les étrangers. Les retrouvailles dont ils avaient rêvé pendant les années de séparation se révélèrent aussi artificielles et insatisfaisantes que la perte initiale avait été traumatisante. Les chroniques contemporaines offrent un aperçu de la lutte de William pour comprendre sa propre condition et sa place dans le monde. Il aurait passé des heures à fixer son reflet comme s'il cherchait à reconnaître le visage qui le regardait. Parfois, il prenait l'accent de Gaston avant de se reprendre et de forcer sa voix à retrouver un ton plus naturel. Ces moments révélaient le conflit permanent entre ses réponses programmées et ses efforts pour retrouver une expression authentique. Les implications politiques de l'état de santé de William s'étendaient au-delà de sa tragédie personnelle pour englober des questions plus larges sur la nature de l'autorité royale et ses limites. Le cas du garçon a apporté la preuve concrète que les rois pouvaient commettre des crimes transcendant les catégories traditionnelles de délits politiques, pénétrant un territoire fondamentalement mauvais plutôt que simplement incompétent ou égoïste. Cette compréhension allait influencer la perception des futurs monarques et le développement des limites du pouvoir royal. Les autorités religieuses peinaient à fournir une orientation spirituelle dans une situation qui semblait remettre en question les présupposés fondamentaux sur la nature humaine et la justice divine. Si l'âme de William avait survécu à la destruction de son identité originelle, qu'est-ce que cela signifiait pour la relation entre le corps, l'âme et l'esprit? Si Dieu avait permis qu'une souffrance aussi profonde soit infligée à un enfant innocent, comment cela devait-il être interprété dans le contexte de la providence divine? Ces questions n'avaient pas de réponse simple et ont alimenté des débats théologiques qui allaient perdurer pendant des générations. Le dernier chapitre de l'histoire documentée de William de Montfort se lit comme une tragédie médiévale, sans possibilité de rédemption ni de restauration. Malgré tous les efforts de ceux qui tentèrent de l'aider à retrouver son identité originelle, le jeune homme resta prisonnier d'un état liminal entre son passé fictif de remplaçant de Gaston et un avenir authentique qui semblait à jamais hors de sa portée. Son état constituait un monument vivant du pouvoir destructeur d'une autorité incontrôlée et de la fragilité de l'identité humaine soumise à une manipulation systématique. Le sort d'Édouard II, ironiquement, s'avéra plus rapide et plus clément que celui qu'il avait infligé à sa victime. Le roi déchu fut emprisonné au château de Berkeley, où il mourut en septembre 1327 dans des circonstances historiquement controversées. Qu'il ait été assassiné par ses captifs ou qu'il soit mort de cause naturelle, ses souffrances durèrent moins d'un an après son abdication. Guillaume, en revanche, risquait de passer sa vie à lutter contre des cicatrices psychologiques qui ne guériraient jamais complètement. Les rares documents qui subsistent mentionnant Guillaume après la mort d'Édouard dressent le portrait d'un jeune homme incapable de trouver sa place dans un monde où personne ne définissait sa situation particulière. Il n'était ni noble ni roturier, ni victime ni bourreau, ni la personne qu'il était censé être, ni la créature artificielle qu'il avait été contraint de devenir. Cette ambiguïté catégorique rendait difficile pour la société médiévale de savoir comment le traiter ou quel avenir était possible pour quelqu'un dans sa condition. Certains témoignages suggèrent que Guillaume finit par se retirer complètement de la vie publique, reconnaissant peut-être que sa présence constituait un rappel désagréable d'événements que la plupart préféraient oublier. Le nouveau régime d'Isabelle et de Mortimer avait sa propre légitimité à établir et ne pouvait se permettre de se voir constamment rappeler les horreurs qui avaient justifié leur rébellion. La survie de William fut politiquement inconfortable et socialement délicate, rendant sa disparition des annales presque inévitable. Les leçons générales de son cas furent largement ignorées par les observateurs contemporains, dépourvus du cadre psychologique nécessaire pour comprendre ce qui lui était arrivé ou comment éviter des tragédies similaires à l'avenir. Les penseurs médiévaux pouvaient reconnaître que le comportement d'Édouard était malfaisant et destructeur, mais ils ne parvenaient pas à saisir les mécanismes spécifiques de la manipulation psychologique ni ses conséquences à long terme. Cette ignorance empêchait d'appliquer les connaissances acquises grâce aux souffrances de Guillaume pour protéger les futures victimes. Les historiens et psychologues modernes qui ont étudié le cas de William y voient un exemple précoce de ce que l'on qualifierait aujourd'hui de violence psychologique grave et de destruction d'identité. Les méthodes systématiques employées pour effacer sa personnalité originelle et la remplacer par une construction artificielle anticipent des techniques qui seraient plus tard perfectionnées par les régimes totalitaires et les chefs de secte.
Le projet d'Édouard II représente une forme primitive mais reconnaissable de ce que les experts contemporains appellent le contrôle mental ou la programmation psychologique. La tragédie ultime de l'histoire de William de Montfort ne réside pas seulement dans ce qui lui a été infligé, mais dans la façon dont ses souffrances ont été complètement oubliées par les générations suivantes. Contrairement aux victimes politiques dont la mort pouvait être commémorée et dont les causes pouvaient inspirer de futures réformes, Guillaume disparut dans l'oubli historique, tout comme les questions embarrassantes que son cas soulevait sur la nature de l'identité humaine et les limites de l'autorité acceptable. Sa souffrance ne servit à rien et n'apporta aucune amélioration durable à la protection des personnes vulnérables contre de puissants prédateurs. L'histoire du jeune homme devenu reine du roi d'Angleterre constitue ainsi l'un des exemples les plus troublants de l'histoire de la corruption absolue du pouvoir et de la capacité humaine à engendrer et à endurer des souffrances inimaginables. Elle nous rappelle que les plus grandes tragédies ne sont souvent pas des défaites militaires dramatiques ou des catastrophes naturelles, mais la destruction silencieuse de la dignité humaine, perpétrée dans l'ombre d'une autorité absolue. Le nom de William de Montfort est peut-être tombé dans l'oubli, mais son histoire continue de nous alerter sur les dangers qui surgissent lorsque le pouvoir est exercé sans retenue ni responsabilité, et lorsque les êtres humains sont traités comme des objets à manipuler plutôt que comme des âmes méritant respect et protection.